Eh bien oui, bonsoir. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager avec vous ces réflexions autour de la transmission qui me tiennent à cœur, pour plusieurs raisons. Et de les partager avec vous qui êtes de passage, on ne se connaît pas encore, ou qui êtes impliqués dans la transmission aussi de différentes manières, et avec qui, pour certaines, je travaille. Et ça a beaucoup de sens de partager ces réflexions dans la mesure où on est engagé dans une action commune. Alors le titre d'aujourd'hui, c'était « Se risquer à l'altérité ». Bonsoir. Se risquer à l'altérité avec cette ambiguïté de l'autre qui à la fois peut être source d'appréhension et peut avoir une fécondité. Et c'est cette ambivalence qu'on va interroger ensemble. Je commencerai par moi aussi une introduction un petit peu plus large pour vous dire comment on en est venu à cette manière de poser la question de la transmission. Donc chaque année, la Maison Forte s'intéresse à un thème, une question, un enjeu même, qui concerne notre monde contemporain, nos représentations, nos actions possibles. Et au terme du cycle de l'an dernier, qui portait sur les luttes écologiques locales, on a eu d'une part un fructueux échange avec Isabelle Stengers sur le partage et la circulation des savoirs, entre scientifiques et non scientifiques, entre le monde académique et les mondes professionnels et associatifs. Et d'autre part, on a pu constater lors du festival Champ Magnétique qui fait suite à ces ateliers que dans les luttes locales du Lot-et-Garonne, il y avait toute une histoire militante qui était à transmettre, en fait, à partager, à faire vivre pour continuer notre engagement dans la transition. Donc déjà à ce moment-là, la question de la transmission a commencé à apparaître. Il se trouve qu'à ce moment-là aussi, on entrait dans ce processus d'incubation pour rejoindre les écoles de la transition écologique et que ça avait beaucoup de sens de s'interroger à notre tour, de nous interroger à notre tour sur cette transmission, dans la mesure où ces écoles de la transition écologique, elles proposent aussi une autre forme de transmission que celle qu'on peut trouver par exemple à l'école, en interrogeant la manière dont la transmission des savoirs et des savoir-faire liés au métier de la transition réanime aussi un désir chez les jeunes qui rejoignent cette école, un désir de s'engager davantage dans leur propre vie et dans ce monde en transition ou en mutation. Alors, je m'arrête sur ce terme de mutation parce qu'il me semble qu'il va de pair avec un certain nombre de crises, parce que les institutions, les modes de vie et de pensée, les manières de faire société ne tiennent plus, n'ont plus de sens, ne sont plus suivies ou admises. Et justement, l'année dernière, Anne, tu avais commencé le cycle autour de ces luttes écologiques locales sur la crise institutionnelle qui affecte la démocratie. Eh bien, si nous voulons interroger la transmission, il nous faut prendre en compte cet état de crise. Et ce, non seulement à l'école, institution nationale explicite de la transmission, mais aussi dans toutes les sphères et relations où quelque chose se transmet. Puisque transmettre, c'est bien faire passer quelque chose à quelqu'un. Le verbe latin mittere, c'est envoyer, déposer, avec ce préfixe trans de au travers, par-delà. Donc on transmet quelque chose, c'est-à-dire qu'on dépose quelque chose chez quelqu'un d'autre. Alors cette transmission, elle suppose, on le voit d'emblée, une relation entre un donateur, celui qui transmet, et un receveur, à l'image de la relation entre le maître et l'apprenti, ou le maître et le disciple, l'élève. Il y a différentes figures qui peuvent s'apparenter à cette transmission. Et pourquoi cela a lieu ? Parce que ce donateur ou cette donatrice a fait une expérience, a acquis un savoir, une compétence, qu'il choisit de faire vivre à son tour à celui qui reçoit. Mais celui ou celle qui reçoit sera également dans la situation de celui ou celle qui transmet, pour les suivants en quelque sorte. Ce qui constitue une sorte de chaîne d'union et de mouvement perpétuel, et qui permet de comprendre que dans la transmission, certes quelque chose est donné, un savoir-faire, des valeurs, des idées, mais aussi et peut-être plus fondamentalement une place dans cet enchaînement. C'est-à-dire que la transmission attribue une place, voire un statut, une identité, à celui, celle à qui l'on transmet, ou inversement, en retour, qui est initié, qui est accueilli
dans cette structuration sociale, culturelle. D'où la question, est-ce que c'est cet enchaînement de transmission, et plus largement cette structure intégrative, qui serait en crise ? Eh bien, c'est ce que plusieurs philosophes, politologues, sociologues ont déjà étudié, dont ils ont fait le diagnostic. Et cette crise de la transmission, elle dépend en réalité de tout un ensemble de facteurs, notamment de la crise des savoirs, d'un relativisme des valeurs, d'une remise en cause des positions d'autorité, d'un individualisme forcené, lié à un morcellement de la société en identité plurielle, revendiquée par des communautés qui potentiellement s'isolent. La liste est longue et elle pourrait s'allonger encore, mais je ne vais pas détailler ces causes, qu'il faudrait pour chacune interroger, évaluer et articuler à d'autres facteurs, car ce qui nous intéressait, c'était plus spécifiquement le fait d'adopter un angle d'attaque plus précis et original pour étudier cette crise. Mais aussi peut-être déjà pour en envisager le dépassement, la sortie ou les conséquences. Puisque ce qu'on appelle crise, pour rappel, c'est ce moment paroxystique, ce moment de pointe, où quelque chose doit être décidé. La mort ou le renouveau. Ou en tout cas, quelque chose doit se transformer. Et donc l'angle d'attaque qui nous a semblé plus pertinent, en tout cas pertinent pour ce cycle, c'était celui de l'altérité, de la relation à l'autre et plus largement à ce qui est autre. Pourquoi ? D'abord parce qu'il nous a semblé que ce qui était en crise, c'était notamment cette tendance à faire de la transmission un outil d'identification ou d'assimilation. C'est-à-dire que par la transmission, on rendrait l'autre même que soi. On identifierait l'autre à nous-mêmes par le fait de lui transmettre quelque chose. Il nous semblait que ça fonctionnait plus très bien parce que précisément, ceux qui transmettent ne se sentent plus toujours légitimes à rendre l'autre même, et ceux à qui on transmet ne supportent plus cette identification. D'où une première question, et si la transmission, pour être féconde, conservait et ou faisait advenir, voire encourageait l'altérité, plutôt que de rendre l'autre même. Ensuite, nous avons remarqué que cette notion d'altérité était finalement assez peu présente dans l'espace public actuel. Alors, c'était une impression que j'ai essayé de confirmer. Peut-être que vous aurez vous-même des impressions à partager. En tout cas, il nous a semblé qu'on parlait beaucoup d'identité, qu'on était capable bien souvent d'identifier des étrangers, ou de désigner des étrangers, de souligner des différences, voire des incompatibilités quand il s'agit de penser la vie commune. Mais qu'en est-il d'autrui ? De cet autre dont on reconnaît qu'il est autre en même temps que nous avons du commun et que nous sommes en relation. Qu'en est-il de cet autre qui fonde l'éthique, c'est-à-dire qui interroge la manière dont je me comporte à son égard ? Cet autre qui exige de moi la reconnaissance, le respect, l'échange. C'est en particulier le philosophe Emmanuel Lévinas qui a tenté de décrire cet autre qui me dépasse en même temps qu'il me convoque. Alors, Lévinas, c'est un philosophe qui a écrit à peu près entre 1935 et 1995. 1995, c'est pas si loin que ça quand même. Et pourtant, il semble que cette figure d'autrui est assez peu présente dans notre paysage social, culturel, éthique et politique aujourd'hui. On avait envie de la réinterroger, cette notion. Et enfin, je crois que nous avons eu l'audace de penser, au moins au titre d'hypothèse, mais aussi de conviction, qui est à mettre à l'épreuve, que la transmission, au lieu d'être conservatrice, comme le dit Hannah Arendt, pour expliquer justement comment la transmission assure la pérennité d'une société, la transmission pouvait être un processus d'altération ou de création réciproque, et non seulement comme relation transitive de quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre. C'est donc la perspective que nous allons adopter, que je vais tâcher d'interroger avec vous aujourd'hui en faisant ce travail de philosophe, de poser les concepts, que j'ai fait de manière un petit peu catégorique, mais qui nous donnera des repères pour discuter, et qui pourra être mise au travail au fil des différents ateliers où les personnes qui viennent de différentes disciplines et qui ont des approches différentes de cette transmission et de ce qu'est l'autre pourront apporter de l'eau à notre moulin. Alors je fais aussi ce travail en tant que
faisant partie de l'équipe de préparation des ateliers, pour reposer avec vous cette question de l'altérité. Qu'est-ce que c'est que l'altérité ? Comment l'autre est considéré, mis en jeu, mais aussi construit, renié dans les relations et dispositifs de transmission. Comment la transmission peut-elle être le lieu où l'on se risque à l'altérité ? Alors si on repart de l'histoire des idées et du plan politique, social et éthique, il me semble qu'on peut constater assez rapidement, enfin après quelques heures de recherche quand même, mais en tout cas il me semble qu'on peut constater une double ambivalence. D'abord au plan ontologique, c'est-à-dire qui concerne la définition même des choses, l'autre est toujours défini corrélativement au même, à l'être, au sujet. C'est-à-dire que pour définir ce qui est et reste identique, pour définir un sujet qui a une permanence par son identité, on a besoin de son contraire, qui est l'autre. Et en même temps, première ambivalence, loin d'être un contraire lointain et distinct, l'autre est au cœur même de l'identité, puisque notre identité n'est jamais univoque et fixe, elle est toujours en mouvement et plurielle. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de l'altérité, quelque chose qui change, et pour qu'il y ait de la pluralité, il faut qu'il y ait de la diversité, donc de l'altérité entre différentes parties en nous. Donc premier aspect sur l'identité qui implique déjà l'altérité. Deuxième plan, le plan éthique et sociopolitique, c'est-à-dire celui qui concerne les relations que nous avons, où il y a là une deuxième ambivalence, dans la mesure où l'autre est tantôt hospes, en latin, c'est-à-dire l'hôte que l'on accueille, avec qui on va échanger, et qui met en évidence notre communauté possible, puisque vous voyez bien que l'hôte, c'est à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli, donc avec cette possible reconnaissance, et tantôt hostis. En latin, de nouveau, hostis, c'est l'ennemi, donc celui que l'on rejette, que l'on combat, dont on se différencie. Cette ambivalence, elle est au cœur même de l'autre et qui explique l'appréhension que l'on peut avoir à le rencontrer. Puisqu'au départ, on ne sait pas forcément si l'autre va être un hôte, qui a du commun, ou un ennemi potentiel. Et donc sur ce deuxième plan, c'est plutôt la question de l'appartenance qui est posée. Après celle de l'identité, l'appartenance. Est-ce que l'autre appartient à la même communauté que moi ? Est-ce qu'il doit y appartenir ? Et pour cela, est-ce qu'il doit renoncer à son altérité ou non ? Donc à partir de cette double ambivalence et de cette question de l'identité et de l'appartenance, et de manière un peu caricaturale au départ, il me semble qu'on peut distinguer deux attitudes à l'égard de l'autre, l'une négative et l'autre positive. Lorsqu'il est considéré négativement, on va chercher à exclure l'autre, à le rejeter, ou bien au contraire à l'assimiler, mais en faisant disparaître sa différence. Ce sont les deux premiers points que l'on va tâcher d'éclairer. Et lorsqu'il est considéré positivement, l'autre devient alors une ressource ou l'occasion d'un enrichissement et d'un avènement du nouveau entre nous. C'est ce que nous étudierons dans les deux points qui suivront. Alors néanmoins, avant d'en venir à ces 4 points et pour un peu plus de nuances, je voulais montrer dès à présent qu'il y a des ambiguïtés dans chacune de ces approches de l'autre. Par exemple, lorsqu'on dit que l'autre est rejeté, on peut constater en même temps qu'il a été au préalable constitué comme autre, fait autre pour pouvoir le rejeter. Donc c'est l'une de ces ambiguïtés qui va nous intéresser. Et de l'autre côté, du côté positif, même ambiguïté, l'autre peut devenir une richesse, et en même temps, il y a toujours cette appréhension qu'on a notée depuis le départ. Alors comment est-ce qu'on peut préciser ces multiples relations à l'autre ? Et qu'est-ce que cela va-t-il nous apporter pour comprendre ce qu'est la transmission, qui implique justement à la fois la question de l'identité, transmise et co-constituée, et la question de l'appartenance à une communauté, plus ou moins large, plus ou moins définie. Je vais regarder du coup les 4 types de relations. Premièrement, construire l'altérité pour exister, mais aussi exclure et rejeter l'autre. Deuxièmement, nier l'altérité ou assimiler et identifier l'autre, c'est-à-dire le rendre identique à soi. 2 premiers versants du côté négatif. Et du côté positif, découvrir l'altérité en faisant face à l'autre,
puis faire advenir l'altérité ou s'altérer, c'est-à-dire devenir autre. Je les rappellerai à chaque fois, mais comme ça, vous avez les 4 catégories. Alors, première approche de l'autre, comment est-ce qu'il arrive qu'on puisse construire une altérité, d'une part pour exister soi-même, dans la différence, et d'autre part pour peut-être exclure ou rejeter l'autre. On aborde donc, par ce point-là, la question de l'identité, dans la mesure où, depuis l'origine de la philosophie, on interroge la question de l'identité, de l'identique, à partir de cette question de l'autre. Puisque pour me construire comme sujet, on l'a dit, pour construire mon identité, je me distingue de l'autre. On a besoin de la différence, de la distinction, pour exister de manière unique et singulière, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective d'ailleurs. Un peuple qui cherche à se démarquer et à construire son identité propre, la première stratégie qu'il va avoir, c'est de se démarquer d'un autre. Alors cette tendance-là et cette constitution de l'identité, elle est en quelque sorte exacerbée par l'individualisme contemporain, qui va tendre à isoler en plus les individus. Mais en même temps, cette tendance, elle a des racines lointaines dans la pensée occidentale, avec la figure du héros antique qui va se détacher de la communauté, ou encore avec le philosophe socratique, qui pense par lui-même au risque d'être en rupture avec sa communauté d'appartenance. Le problème de cet effort de distinction, qui au départ est fondamental parce qu'on a besoin de cette identité, c'est qu'il peut conduire à construire et figer une identité de l'autre dans une certaine représentation que l'on se fait de lui. C'est-à-dire que cette construction de l'altérité pour se définir conduit à figer l'autre dans une identité que je me représente et qui va légitimer le fait que je l'exclus, puisqu'il est différent de moi. Au plan social, on peut constater ce phénomène par le principe de la distinction, qui est décrite notamment par Bourdieu, où Bourdieu montre qu'on va caractériser notre identité sociale et culturelle en distinguant nos goûts, notamment, de ceux des autres. Et bien souvent, cette distinction, elle conduit à considérer que les goûts des autres sont moins bien, voire sont à exclure ou à transformer. Au plan culturel et politique, je suis allée regarder ce qui se passait du côté des études postcoloniales, qui expliquent que cette fabrication de l'altérité, en vue de légitimer l'exclusion de l'autre, relève de l'altérisation. C'est un concept qui a été construit pour montrer comment, à partir de certaines caractéristiques, on va figer l'autre dans une identité qui l'exclut parfois même de la sphère de l'humanité et qui légitime le fait qu'on l'exclut, voire qu'on l'extermine. À nouveau, cette constitution de l'autre se fait au sein de relations de pouvoir. Alors comment est-ce que cela va être mis en jeu dans le processus de transmission ? Eh bien, par le fait que ces représentations du monde, et en particulier ces représentations d'autrui, vont être transmises et vont figer les distinctions entre les individus au sein d'une société, ou entre les peuples et les cultures à l'intérieur du monde, et vont pérenniser cette structure sociale et mondiale. De nouveau, c'est ce que vont montrer les études postcoloniales, en montrant notamment que les effets de la colonisation dépassent largement les indépendances, dans la mesure où nos représentations du monde colonisé et du fait que certains peuples vont servir à nourrir d'autres peuples continuent alors même que les indépendances ont été proclamées. C'est ce qui fait dire au philosophe et historien Achille Mbembe que certaines personnes restent des nègres au-delà de leur couleur de peau, dans la mesure où elles sont mises hors monde, à l'écart du monde. Ou de la même manière, Malcolm Ferdinand, qui va montrer que les nègres d'aujourd'hui sont dans la cale du monde, comme la cale du navire négrier. Donc cette figure du nègre, qui est une figure de l'autre que l'on exclut, que l'on exploite, elle dépasse finalement l'autre qui a servi à la construction de ce concept d'autre, et elle continue à structurer nos relations sociales, économiques, politiques. Donc Achille Mbembe continue en disant que finalement il y a aujourd'hui toute une partie de la population qui va avoir le statut de déchet ou de parasite que l'on ne souhaite pas intégrer à la communauté qui travaille, qui décide, qui jouit de certains biens.
leur altérité constituée légitime le fait qu'ils sont hors monde. D'où la deuxième conséquence pour la question de la transmission. L'autre qui est ainsi rejeté, c'est aussi celui qui ne bénéficie pas de la transmission. Et là, on le voit assez bien dans la manière dont l'école se développe en sacrifiant ou en négligeant un certain nombre de jeunes dont on n'a pas besoin socialement et économiquement, dont font partie certains jeunes de l'école Être qui cherchent d'autres manières de profiter de cette transmission, en fait. Ça, c'était le premier point. Et cependant, vous pourrez m'objecter assez rapidement que toute altérité n'est pas artificielle, n'est pas constituée. Il y a bien des différences entre nous qui légitiment le fait qu'on parle d'altérité, qu'on se reconnaisse autres les uns des autres. Des différences qui sont naturelles ou culturelles, si tant est qu'on puisse distinguer les deux. Donc on remarque simultanément que l'effort de transmission peut aussi viser à nier cette altérité réelle, en tentant cette fois d'assimiler l'autre, de le rendre identique à ce que nous sommes ou à ce que nous attendons qu'il soit. C'est la deuxième catégorie qui interroge cette fois-ci l'appartenance, où il s'agit cette fois de nier l'altérité au sens où on assimile et on identifie l'autre. Donc ici, c'est la question de l'appartenance qui motive la transmission. Là aussi, de manière positive d'abord, dans la mesure où tout nouveau-né, toute nouvelle personne qui approche la communauté est intégrée à la communauté humaine d'abord, et plus spécifiquement à une communauté particulière, par ce processus de transmission, c'est-à-dire de partage et d'acquisition réciproquement de modes de vie, de modes de pensée, de comportement, de manière d'être en relation. Autrement dit, on n'est pas humain, mais on le devient par cette transmission, par cet apprentissage de la manière d'être en relation. Et ça, on peut l'étendre au-delà du nouveau-né à toute nouvelle personne qui rejoint une communauté particulière et qui va apprendre certains codes, certaines manières de penser, etc. Ce qui rejoint la question qu'on a soulevée tout à l'heure de la place. Ici, transmettre, c'est donner une place dans la communauté. On comprend alors qu'il y a une certaine exigence et responsabilité à transmettre, c'est-à-dire en fait à accueillir celui ou celle qui rejoint la communauté humaine. Et cette exigence et responsabilité, qui revient à celui ou celle qui transmet, elle est aussi suscitée et appelée par le désir de celui ou celle qui rejoint la communauté. Le désir d'apprendre et d'être en lien, de trouver une place dans cette communauté. Seulement, là aussi, première difficulté, cette intégration à la communauté humaine par la transmission se fait toujours de manière particulière au sein d'une communauté d'hommes et de femmes qui ont une identité propre, par leurs coutumes et leurs croyances. Or, c'est cela qui peut conduire à vouloir ne transmettre que ce mode de vie particulier, à l'exclusion des autres, et qui peut conduire à nier la diversité des individus nés dans cette communauté et qui peuvent aspirer à vouloir développer d'autres choses, ou qui peut conduire à nier l'altérité des individus qui rejoignent cette communauté en venant d'un ailleurs, d'un autre pays, d'une autre culture, sans nécessairement vouloir renier ce qu'ils sont, donc sans vouloir nécessairement nier leur altérité. Deuxième difficulté, liée là aussi à l'individualisme contemporain, mais aussi à la manière dont la transmission a pu être mise en œuvre de manière autoritaire. Difficulté qui montre qu'on peut laisser croire que cette appartenance à une communauté humaine n'est pas souhaitable et donner à désirer une vie indépendante, auto-instituée. Alors, la difficulté donc, de cet individualisme et du refus d'une certaine forme de transmission, c'est que ça conduit à une forme d'isolement et de solitude des individus qui refusent de prendre place dans la communauté. Et ça peut conduire aussi à une forme de désorientation ou une difficulté à se construire, se situer, être en relation. Donc on voit bien pourquoi il y a pour nous un enjeu à trouver une forme de transmission qui accueille, qui implique l'autre, lui donne une place, sans nier son altérité, au sens de diversité et singularité des individus. Ce qu'on peut alors tenter de chercher en étudiant à présent les façons dont l'altérité peut être prise en compte de manière positive dans cet effort de transmission. Ça va ? Oui. Ok. Et toi ? Ouais. Non, ça va, merci. Je
trouve ça assez passionnant, en fait, de voir tous ces aspects, mais je suis consciente que c'est un peu massif. Alors, du coup, troisième manière d'être en relation avec l'autre, cette fois-ci de manière positive. Comment est-ce qu'on peut découvrir l'altérité en faisant face à l'autre ? Eh bien, d'abord en voyant comment il y a dans l'autre personne, indépendamment de ses caractéristiques, quelque chose qui en même temps m'échappe et me dépasse. C'est-à-dire quelque chose que je ne peux pas saisir. Au sens où l'autre, en tant qu'autre personne, je ne peux pas le manipuler comme je le ferais d'un objet. Je ne peux pas le transformer à ma guise. Il n'est pas à ma disposition. Et au sens aussi où il y a quelque chose en l'autre que je ne peux pas épuiser. Si je cherche à le connaître, à le comprendre, je perçois d'emblée qu'il y a quelque chose qui va dépasser ma capacité à saisir l'autre au sens de le comprendre cette fois. C'est ce que montre ce philosophe Emmanuel Lévinas dont je vous parlais en introduction. Dans plusieurs de ses textes, et il y revient sans cesse, il va parler du visage. Et c'est toi, Philippe, qui avais introduit cette question, et c'est vrai que c'est un philosophe qui est essentiel pour penser cela. Et on peut, à partir de ce qu'il va dire du visage, distinguer ce qui relève de notre face ou de notre silhouette, qu'on peut décrire, la couleur de nos yeux, la forme de notre nez, la hauteur de nos pommettes, et ce qui fait visage. Ce qui fait visage, à la différence de ces caractéristiques que je peux décrire, c'est le fait que le visage, je le rencontre. Et qu'immédiatement, lorsque je vois un visage, j'entre en relation avec l'autre. Et si vous regardez ce qui se passe quand on rencontre une personne, parfois on a une longue discussion, et si à la suite de la discussion vous demandez de quelle couleur étaient ses yeux, pour le coup on n'en a aucune idée. Parce que ce qui compte, c'est pas cette description que la photo pourrait saisir, mais c'est cette relation où quelque chose qui me dépasse est rencontré. Donc ce qui se joue là, c'est bien d'abord la relation et la découverte de cette altérité. Où la découverte ici n'est pas le fait d'apprendre à connaître une autre identité, comme je peux avoir une curiosité pour quelqu'un qui vient d'une autre culture, mais la découverte de l'altérité, c'est le fait de rencontrer l'autre dans ce qu'il a d'inépuisable. Et donc précisément dans ce qu'il me dit de ce que nous sommes, de ce que nous avons en commun, en tant que nous partageons cette humanité vivante dans notre visage. Dans la transmission alors, l'altérité et la relation à l'autre devient absolument cruciale et déterminante. Puisque s'il n'y a pas de rencontre, aucune transmission ne peut avoir lieu. C'est là toute l'importance de bien distinguer, et c'est l'erreur qu'on fait aujourd'hui je crois, de bien distinguer transmission et communication. Pour la communication, on n'a pas forcément besoin de relation. On peut communiquer, c'est-à-dire transférer des informations par tout un tas de moyens techniques qui passent à côté de la relation. En revanche, dans la transmission, il me semble que la relation est indispensable. Et c'est ce qui explique aussi la mise en péril de la transmission dans la manière dont on conçoit aujourd'hui l'éducation ou la transmission dans le milieu professionnel, de plus en plus normée, où les élèves deviennent des apprenants, les enseignants sont des fonctionnaires qui fonctionnent, et où cette question de l'altérité qui est en jeu dans la rencontre n'est plus centrale. Très bien. Alors en même temps, Lévinas, il ne va pas nier la difficulté de cette rencontre de l'altérité. Il va même dire que c'est une épreuve, et même un trauma, au sens, il donne le sens de trauma, au sens de modification essentielle de notre sensibilité. La rencontre de l'autre, elle modifie radicalement notre manière d'être au monde, c'est-à-dire qu'elle nous altère, elle nous rend autres. C'est la quatrième et dernière dimension qui nous importait et sur laquelle je voulais revenir. Comment est-ce que la rencontre de l'autre en vient à cette altération, à cette modification réciproque de l'un et de l'autre. Alors pourquoi ? Eh bien parce que dans cette rencontre de l'autre et de son visage, l'autre immédiatement me convoque, exige de moi que je le considère. Autrement dit, il rompt le fil de ma propre existence, de ma propre persévérance. Il me sort de l'égoïsme naturel par lequel je veille à poursuivre ma vie. Non pas un égoïsme diabolisé moralement, mais l'égoïsme qui fait que je poursuis d'abord ma vie. Mais au moment où je rencontre l'autre, ça interrompt cette poursuite de ma propre existence. Et c'est ce qu'on voit de manière assez
frappante et parfois un peu douloureuse lorsqu'un enfant vient au monde dans une famille où le rythme de la famille et l'existence de chacun des parents et des membres de cette famille est totalement bouleversée. En tant que la venue de cet autre me décentre ou décentre celui ou celle qui doit s'en occuper, c'est-à-dire être en relation avec lui, l'intégrer peu à peu à ce monde commun. C'est ce qui permet à Lévinas de dire que tout visage comporte cette exigence « aide-moi ». Alors, on le comprend très bien avec le nourrisson, qui n'a aucune autre solution que de dire « aide-moi » par son visage, mais on peut l'étendre à toute rencontre où il y a quelque chose de cet ordre-là qui se dit « aide-moi ». Alors, comment est-ce qu'on peut le comprendre et comment est-ce que cela va conduire à une altération commune, susceptible de produire du nouveau au-delà même de notre relation ? Eh bien, dans ce « aide-moi », on peut entendre aussi « j'ai besoin de toi ». Car le visage présente immédiatement la vulnérabilité de l'être. Le visage, c'est ce qui en nous est toujours nu, à la différence de tout ce qu'on peut cacher, habiller. Le visage, c'est ce qui s'expose à l'autre, alors par sa nudité, mais aussi par le fait que c'est le lieu de toute notre expression. Et où, au-delà du visage corporel, comme on l'a dit, c'est toute notre intériorité, toute notre intégrité de personne qui se révèle, qui s'expose. Et donc face à ce visage, c'est parce que je sens que je peux détruire l'autre, parce que je sens que je peux nier son altérité, en le tuant, en l'objectivant ou justement en l'assimilant. C'est pour cela qu'en même temps, je perçois l'exigence éthique ultime de le prendre en considération, de le respecter et en effet de l'aider. Alors de l'aider à quoi quand il s'agit d'un adulte autonome ? Eh bien peut-être de l'aider à être, à se développer, à s'affirmer, donc à persévérer dans son altérité. Je ne cherche plus à l'assimiler, mais au contraire à encourager ce qu'il a d'autre pour nourrir notre relation et répondre à cette exigence « aide-moi ». Le rôle alors du transmetteur, d'être en charge ou en tout cas celui qui est en charge de transmission, eh bien c'est de faire en sorte qu'un monde commun existe. Et c'est alors un rôle de compagnon qui émerge. Faisons ensemble que ce monde commun existe. Et j'ai pour cela besoin de toi, dans ton altérité radicale. Donc, ce « j'ai besoin de toi » qui est exprimé par le visage qui s'expose, il se retourne par celui qui fait cette rencontre, au sens où la manière de répondre à ce « j'ai besoin de toi », c'est de répondre aussi « j'ai besoin de toi », qui produit cette relation où la transmission n'est pas « je te donne quelque chose qui va te permettre de pérenniser la société », mais où la relation de transmission, ça devient « maintenant tu fais partie de la communauté que nous avons à construire ensemble ». Vous voyez comment ça change du coup le rapport entre nous. C'est plus une chaîne qui se construit de cette manière, mais c'est la construction de maillons réciproques qui fait qu'à tout moment, on a à construire ensemble la communauté à laquelle nous appartenons. C'est ainsi que du coup, je passe personnellement du « aide-moi lévinassien » de Lévinas au « j'ai besoin de toi » réciproque. De la même manière, on peut passer du « aide-moi » de Lévinas au « j'ai besoin de toi », mais en même temps, je voulais revenir là-dessus, sur le fait que Lévinas lui-même prend en compte la dimension érotique de la rencontre de l'autre. Érotique non pas au sens simplement d'un désir de l'autre. Et ce désir de l'autre, il devient moteur dans la transmission, parce que c'est ça qui va animer la relation. La relation à l'autre, c'est parce que j'ai le désir que tu grandisses dans ton altérité, que je vais avoir affaire à toi, que je vais faire quelque chose avec toi, mais aussi relation à ce que j'ai à connaître, ce que j'ai à découvrir, ce que nous avons à construire ensemble. Et donc c'est là qu'il y a une création de nouveautés au-delà de l'altérité que nous partageons, parce que dans ce « j'ai besoin de toi » réciproque, pour construire le monde commun, il peut advenir quelque chose de nouveau. Quelque chose s'altère au-delà de chacun de nous, dans le monde commun que nous construisons. Et de même, c'était là le nouveau passage, de la place donnée par un ancien au sein d'une société structurée, on passe à la place co-créée dans une action commune, qui a un sens commun, pour un monde à partager.
Et là, il me semble que c'est le philosophe Hartmut Rosa qui pourrait être intéressant dans la mesure où il va parler de relation de résonance. La résonance, c'est le moment où précisément, dans la relation que l'on a, quelque chose se crée. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que cette relation de résonance, Hartmut Rosa la pense entre les humains, mais il l'élargit à la relation que l'on a au monde, ou encore à la relation que l'on peut avoir à la matière que l'on transforme. Lorsqu'une potière parle de la matière qu'elle est en train de transformer, il y a une relation de résonance qui se fait entre la personne qui travaille et la matière transformée. Et donc là, je trouve que c'est intéressant de réintégrer, de réancrer la question de la transmission dans ces multiples relations de résonance, parce qu'on comprend comment la transmission peut s'étendre au-delà des simples relations interpersonnelles. Je termine avec une réflexion qui m'a habitée en préparant tout cet exposé et qui n'est pas aboutie. Une réflexion qui m'interroge sur ce que l'on fait de l'universel. Parce qu'aujourd'hui, on a, à raison, remis en cause l'universel humaniste des Lumières, des droits de l'homme, en prenant conscience que cet universalisme, il ne faisait en fait qu'imposer une certaine vision de l'homme extrêmement particulière et partielle. Mais le problème, c'est qu'en niant cet universel, on a perdu aussi, je crois, une forme de commun. Et on risque de tomber justement dans cet individualisme ou ce communautarisme qui se forme en fait à raison comme une forme de bouée de sauvetage parce qu'on a perdu le commun. Donc, c'est-à-dire qu'on a des communautés qui se forment et qui s'isolent autour d'identités particulières à défaut de commun. Mais est-ce qu'on ne peut pas repenser une forme d'universel dont la transmission serait un outil au-delà ou autrement que cet universel humaniste? De nouveau, je m'appuierai sur Achille Mbembe, qui parle justement de son point de vue de philosophe et d'historien camerounais, et qui propose un universel qui serait lié à notre appartenance commune à la Terre. De nouveau, ce qu'il va dire, c'est que l'universel, on ne peut pas le décrire, le définir par un certain nombre de caractéristiques ou même de droits qu'il faudrait inscrire dans une constitution. Mais en revanche, cet universel, il peut partir de notre situation appartenant à la Terre et comme définissant une tâche commune, plus qu'une identité. Intéressant. Plus que l'identité commune, c'est la tâche commune que nous avons qui va pouvoir nous rassembler. Ce qui redéfinit d'emblée la transmission comme cet effort de co-création du monde commun dont je vous parlais. Deuxième élément qui m'intéresse dans cette perspective d'Achille Mbembe, c'est qu'il va intégrer les autres êtres vivants en réinterrogeant les limites et les sources de la transmission. Comment alors est-ce qu'on peut apprendre des autres êtres vivants et les impliquer dans cette co-création ? Donc, de la même manière que les différentes relations de résonance d'Hartmut Rosa nous permettaient d'élargir ou de modifier notre conception de la transmission, cette conception de l'universel ou de la communauté chez Achille Mbembe me semble éclairer d'autres formes de transmission. Alors, au risque de l'altérité, qui est donc ici poussée à ses limites par la radicalité de l'autre qui se présente à moi, mais aussi par l'altérité plurielle des autres êtres vivants, il me semble qu'on peut redéfinir cette transmission comme étant au cœur de relations réciproques entre les êtres et comme permettant une nouvelle création de nos relations, mais du monde commun que nous avons. Le mot de la fin consiste à revenir sur le terme latin de transmissio, qui veut dire effectivement poser au-delà ou envoyer, comme on l'a vu au départ, passer au travers, mais qui veut dire aussi passage, transformation. Merci. Merci beaucoup.